Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons procéder à la correction du diagnostic sur la station de pompage. Donc la station de pompage, comme son nom l'indique, c'est un support qui est en atelier BTS et qui va simuler notre réseau d'eau potable, SME ou ODC. Donc très brièvement, on va pas s'éterniser dessus, mais ici on retrouve les trois motopompes qui vont se mettre en action quand il y aura une demande d'eau potable de nos clients. Donc ici, on a des vannes, vous les voyez pas, mais qui vont simuler quand vous ouvrez votre robinet. Ici, on a un réservoir qui a de l'eau. Cette pompe principale va aspirer l'eau dans ce conduit et l'emmener, l'acheminer dans le bassin de reprise ici. Vous avez ensuite un deuxième bassin. Et quand les clients vont demander l'eau, c'est ce bassin-là qui sera d'abord entamé. Ce bassin-là étant là pour pallier à la demande. Ici, notre partie commande, composée d'un Magélis, d'un bouton marche vert, d'un bouton arrêt rouge, d'un bouton d'arrêt d'urgence et d'un sectionneur tétrapolaire, ici. Notre fameux voyant blanc qui indique la présence tension et qui en l'occurrence nous renvoie une défaillance puisqu'il nous dit qu'il n'y a pas de présence tension. Donc pour revenir à notre diagnostic, nous avions vu que la panne en l'occurrence était la suivante. Donc la panne était la suivante. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une panne? Il faut qu'on se pose la question, c'est comment je fais pour chercher une panne? Tout d'abord, il faut se poser une première question, c'est qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas aussi. Donc, première chose à faire, poser le constat de défaillance. Le constat de défaillance pour cet exercice-là, il vous était donné. Donc, je vous avais dit que la station ne fonctionnait pas, mais cependant que le voyant sous tension était éteint. Mais le variateur est alimenté et l'automate programmable est allumé. Donc, on avait une série de composants qui étaient fonctionnels. Donc, qu'est-ce qui nous permet de faire, qu'est-ce que nous permet de faire cette première action? Cette première question, elle nous permet déjà de mettre en évidence ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est important pour nous parce que ça nous permet d'isoler le circuit défaillant. D'accord? Donc, comment on le fait? Eh ben, on se pose la deuxième question, mais où se situent ces composants qui fonctionnent? D'accord? Donc, pourquoi faire? Pour les isoler. Comment je le fais? En entourant tout simplement sur les schémas les composants que je suis sûr qui fonctionnent. Donc, si nous allons sur le schéma électrique, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous pouvons voir que ici nous avons l'alimentation. Donc, les symboles, la symbolisation est très importante. Donc, il faut faire je fais un petit clin d'œil à mon cours sur les composants. Donc, il faut que vous connaissiez les symboles. Si vous ne connaissez pas les symboles, vous ne pourrez jamais diagnostiquer une panne. Donc ici, nous avons les prises, donc qui sont symbolisées ici par ce symbole-là. Vous avez les différents fils, donc phase 3, phase 2, phase 1, neutre et terre. Notre fameux sectionneur tétrapolaire Q1. Tétrapolaire pourquoi? 4 pôles, 1, 2, 3, 4. Le disjoncteur qui est à l'intérieur du coffret électrique, disjoncteur qui est tétrapolaire mais aussi différentiel. Ensuite, nous voyons que ces fils-là vont alimenter le contacteur principal de ligne KM1. Et ensuite, nous voyons que ces fils-là, nommés A, B, C, D, numérotés 23, 24, 25, 26, on est censé les retrouver au folio 4.2. Pourquoi? Parce que nous sommes ici sur le folio 3. Petit clin d'œil à la lecture, le cours sur la lecture de schéma électrique. Alors, nous voyons ici que nous sommes sur le folio 4 et nous voyons que à la colonne 2, nous retrouvons nos fils A, B, C et D. D'accord? Qu'est-ce que nous voyons aussi? Nous voyons un porte-fusible F1 avec sa barrette de neutre et
qu'est-ce que nous voyons ici? Le fameux variateur U1 qui est alimenté. D'accord? Information très importante. Si nous revenons sur le folio 3, nous voyons ici, sur le folio 3, une partie qui est écrit alimentation automate. Donc déjà, nous sommes sûrs que ces deux circuits-là sont fonctionnels et qui sont alimentés. Donc, j'avais déjà fait un petit topo dessus. Donc ici, vous voyez que j'avais entouré ici qui fonctionne, la partie alimentation automate, mais aussi tout cet ensemble-là du folio 4 sur la partie variateur. Donc une fois que nous avons fait ce travail-là de savoir, d'isoler ce qui fonctionne, nous allons tout simplement nous poser une autre question. Où est-on certain que l'énergie arrive? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier ce que j'appelle entre guillemets les points de livraison de l'énergie. C'est-à-dire, il faut qu'on sache exactement où le courant arrive. Ce sera la base de notre recherche de panne. Donc comment je fais? Je surligne tout simplement sur mon schéma tous les composants qui sont alimentés. Donc j'ai déjà fait ce travail. Donc en rouge, on voit les phases d'alimentation et en bleu le neutre. Donc j'ai surligné depuis la prise de courant, ok, depuis mon canalis, j'ai surligné comment le courant il circule à travers mon schéma. Donc je l'ai fait uniquement sur les folios 3 et 4 qui sont les folios les plus importants pour nous. D'accord? Donc on voit ici les prises utilisateurs sont alimentées. L'alimentation automate qui est donnée dans le constat de défaillance. L'option ventilateur et le fameux variateur. Donc on voit que l'énergie arrive partout ici. Une fois que nous avons fait ce travail-là, on va se poser la question suivante. Comment fonctionnent les composants défaillants en situation normale? Donc, comment on va le faire? Il faut décoder le fonctionnement du circuit défaillant. N'oublions pas que la panne que nous avons est située sur la chaîne d'alimentation en énergie du voyant H1. On sait que le voyant H1 ne s'allume pas et qu'il n'a pas de présence tension. Donc, ça peut être tout simplement le voyant qui est grillé. Mais pour l'instant, il faut qu'on nous fassions une liste exhaustive des pannes. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, en partant du composant défaillant, je vais surligner encore le schéma et je vais surligner tous les composants qui font partie de la fonction alimentation de mon voyant H1 jusqu'au point de livraison de l'énergie. Point de livraison qui est l'endroit où je suis certain qu'il y a de l'énergie. Donc, j'ai refait ce petit travail-là donc avec en surlignant en vert là où l'énergie passe pour alimenter mon voyant H1. Donc, je pars du voyant H1, je mets mes petits tirets en surlignant. N'oubliez pas de mettre le plus et le moins. Il y a beaucoup d'élèves qui ne mettent pas le fil moins, le commun. Si vous ne mettez pas le moins, ça ne peut pas fonctionner. L'énergie électrique a besoin, une lampe, elle a besoin d'un plus et d'un moins en boucle fermée. Tant que la boucle n'est pas fermée, ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Et je remonte ici puisque j'ai vu, alors, j'ai vu ici que sur mon folio, je suis sur le folio 8, mais j'ai vu ici que sur mon folio 3, donc il faut aller sur le schéma, sur le folio 3, je vois bien que c'est écrit, petit rappel sur le cours sur la lecture du schéma électrique, R1 et R2 vers la partie commande vont au folio 8, colonne 1. Folio 8, colonne 1. Qu'est-ce que je vais retrouver comme par hasard? Eh bien, je retrouve R1 ici et R2. Et là, j'ai le petit indice qui me dit oui, que ce fil-là vient du folio 3. Donc, je suis bien sur l'alimentation de toute cette partie-là. Donc, une fois que je remonte ici, je vois que j'ai mon fusible F10 avec ça, le porte fusible F10. Avec sa barrette, le transformateur de tension, un autre porte fusible primaire qui protège le transformateur, la partie amont du transformateur. Et étant donné que j'ai déjà bien identifié mes points de livraison, je sais que ici il y a du courant qui circule dans la phase 3 et dans mon neutre. Donc je n'ai pas besoin de remonter plus en amont.
À partir de ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement me poser une autre question qui est la suivante. Comment j'identifie la panne? Parce que là, c'est bien d'identifier. On a identifié le secteur, on a isolé la partie où la panne est, mais comment savoir dans tous ces câbles, dans tous ces fils, dans tous ces composants, où est située la panne? Eh bien, c'est simple. Je vais lister tous les composants pour générer cette panne. C'est un travail de longue haleine, mais il faut le faire pour ne pas passer à côté. Donc, comment je fais? C'est simple. C'est avec un outil très simple. Il faut réaliser un schéma bloc du circuit que l'on vient de surligner en vert. Et on saura parce que la panne est quelque part dans ce schéma bloc. Donc, si je fais mon schéma bloc, le schéma bloc, c'est un schéma qui est très simple. Je reprends mon schéma électrique et à la place du composant, je mets un rectangle. À la place du fil, je redessine un fil, etc., etc. Donc, j'ai autant de fils, autant de rectangles que de composants. Donc, j'ai les composants, j'ai le voyant, j'ai le porte-fusible F10, j'ai le transformateur, j'ai le porte-fusible F9 et j'ai mes fils. D'accord? Donc, on voit bien ici que j'ai mon schéma bloc de la chaîne défaillante. Une fois que j'ai fait ceci, il faut que je fasse mes hypothèses. Donc, je remplis mes hypothèses pour procéder au test. Donc, je me pose la question, comment j'identifie clairement où est ma panne dans tout ce schéma bloc. Donc, il faut que je teste maintenant tous mes composants. Comment je le fais? Tout simplement en remplissant mon tableau d'hypothèses. Vous me direz, ah oui, mais c'est long, c'est gros, c'est fastidieux. Non, c'est très simple. Le tableau d'hypothèses se complète à l'aide du schéma bloc. Donc, comme vous avez pris le temps de faire le schéma bloc, c'est un outil qui va nous permettre de remplir aisément le tableau d'hypothèse. Donc, si vous regardez bien, on va commencer soit par le haut, soit par le bas. Donc, si je décide de commencer par le haut, je vais me dire, tiens, si je reprends mon schéma bloc, j'ai une hypothèse ici du fil 11. Je remonte pas à Q2 puisqu'on a vu qu'il y avait de la tension ici sur Q2. Donc, je regarde, j'ai fil 11, fil 12. Donc, ce sont mes deux premières hypothèses. Fil 11 et fil 12 défaillants. Qu'est-ce que je vais faire? Je ferai un test de continuité pour vérifier si ces fils ne sont pas coupés, s'ils ne sont pas sectionnés ou s'ils n'ont pas été correctement serrés. Avec quel appareil? Avec un multimètre en position ohm-mètre. Maintenant, il faut que je me pose la question, où je vais mesurer cela? Comment je fais? Je reprends mon schéma électrique. Donc, je reviens sur le folio 3. Et le fil 11, il est ici. Il est entre la phase 3, ici, et le fusible, le porte-fusible F9. Donc, je vais mettre une pointe ici en F9 et une pointe ici sur le fil 11. OK. À cet instant, il faut déjà que je prépare la phase de test, puisque là, on est en train de rédiger le tableau, mais on n'est pas encore en phase réelle. Il faut que je me pose la question, mais quelles sont les précautions à prendre? Donc, bien entendu, une mesure de continuité se fait hors tension. Donc, il faudra que je procède à une consignation électrique ici. Mais il faut savoir qu'il y a de la consignation pneumatique hydraulique, puisqu'on travaille sur des systèmes pluritechnologiques. Et il faut aussi que je me pose une question. Quelle valeur j'attends? C'est bien beau de tester, mais si on ne sait pas quelle valeur attendue, quelle est la valeur attendue, si le multimètre m'affiche une valeur qui n'a pas de sens, comment savoir si c'est bon, si c'est pas bon? Donc, bien entendu, c'est facile pour un fil. C'est soit le fil il est coupé, soit il ne l'est pas. Donc, si le fil n'est pas coupé, je devrais avoir 0 ohm. Et si le fil il est coupé, je devrais avoir une valeur du type OL, l'infini, pour me dire que il n'y a pas de continuité entre les deux pointes de mon multimètre. Donc, on remplit au fur et à mesure. Ensuite, je vais me dire, le composant F9 est abîmé. Donc, soit le fusible, il a fondu ou pas. Donc, fusible F9HS. Donc, pareil, on est sur la même base. Ensuite,
Qu'est-ce que l'on voit? On voit le fil 15 et le fil 18. Donc fil 15 défaillant, fil 18 défaillant. OK. Et hop, ici on a raccourci le jack parce qu'on est tombé sur la panne. Et bien quand je vais tester mon fil 18, je vais m'apercevoir qu'au lieu d'avoir 0 ohm, et bien j'ai OL. Et là je peux dire, et bien j'ai trouvé la panne, le fil 18 est défaillant. Et là, mon jag est terminé. Donc là, vous avez toute la méthodologie. Plus vous allez vous entraîner, plus vous irez vite et plus vous serez à l'aise. Voilà. Merci de votre écoute. Et si vous avez des retours, n'hésitez pas à me le souligner.